Cinquième partie. La voie de l'ambition. Être la meilleure personne possible, avoir une famille harmonieuse, être utile à son pays, apporter la paix au monde. Voilà ce à quoi nous devrions tous aspirer. Quand Confucius parlait de l'ambition avec ses disciples, il ne recommandait pas nécessairement la plus élevée. L'important est d'être ferme dans son but et fidèle à ses convictions profondes. Que vos buts soient grands ou petits, il faut choisir, pour les réaliser, les moyens les plus proches de votre cœur. Laisser votre cœur vous guider sera toujours plus important que rechercher des réussites extérieures. Comment comprenons-nous aujourd'hui l'ambition ? Y a-t-il conflit entre les conceptions de Confucius et nos objectifs modernes ? Le maître dit : on peut enlever de force à une armée de 3 légions son général en chef. Il est impossible d'arracher de force son libre arbitre au moindre particulier. Cette phrase, très souvent citée, souligne que nos buts sont d'une importance capitale, parce qu'ils déterminent le développement et la direction de notre vie tout entière. Aussi, Confucius invitait-il souvent ses élèves à parler de leurs ambitions personnelles. Dans le livre 11 des Entretiens, l'un des rares longs passages de l'ouvrage rapporte une conversation libre et franche entre Confucius et 4 de ses disciples à propos de leurs ambitions. « Parlez-moi franchement, sans considérer que je suis un peu plus âgé que vous, leur dit Confucius. Je vous entends souvent dire « Les hommes ne reconnaissent pas mes mérites. » Mais s'ils les reconnaissaient, que feriez-vous ? Très impulsif, Tsze-lu se hâta de répondre. Supposons qu'une principauté possédant 1000 chariots de guerre soit tenue en servitude par 2 principautés voisines très puissantes, que de plus, elle soit envahie par une armée nombreuse, qu'ensuite les grains et les légumes viennent à lui manquer. Si j'étais chargé de la gouverner, en 3 ans je pourrais inspirer du courage au peuple et lui faire connaître l'orientation à prendre. Nul doute que l'ambition de Tsze-lu soit impressionnante. Et l'on pourrait imaginer qu'un maître comme Confucius, qui attachait tant d'importance à ce que le pays soit gouverné selon les rites et la déférence, ait été satisfait de voir un de ses disciples accomplir une telle prouesse et arracher une nation à un grave danger. Tsze-lu ne s'attendait sans doute pas à ce que Confucius soit non seulement peu impressionné, mais même un peu sarcastique. Le maître se contenta de sourire et interrogea le 2e disciple. « Et toi, Ran Chiu, que ferais-tu » Celui-ci se montra nettement plus modeste que Tsze-lu. Il n'osa pas évoquer un grand état ni d'aussi graves problèmes. « Si j'avais à gouverner un petit pays de 60 à 70 li de côté ou de 50 à 60, en 3 ans, je pourrais mettre le peuple dans l'aisance. Pour ce qui concerne les rites et la musique, j'attendrai la venue d'un homme honorable. » Il voulait dire que, sur le plan matériel, il se croyait en mesure d'enrichir le peuple et de lui procurer tout ce dont il avait besoin, mais que la foi en la nation, les rites et la musique dépassaient ses capacités et qu'il s'en remettait pour cela à un junzi. Confucius ne fit aucun commentaire, mais resta cette fois sans sourire. Puis il demanda à son 3e élève présent. « Toi, Gongzi-chi, que ferais-tu » Je ne dis pas que j'en serais capable, mais je désirerais l'apprendre. Je désirerais, portant la tunique noirâtre et le bonnet noir, remplir l'office de petit aide dans les cérémonies en l'honneur des ancêtres et dans les réunions des vassaux. Pas question pour lui de diriger un pays, si petit soit-il, ou de gouverner son peuple. Vous aurez remarqué que chacun de ces 3 disciples de Confucius se montre plus modeste que le précédent, plus modéré, plus proche du point de départ de sa propre vie et plus éloigné de ses buts ultimes. Pour transposer cela en termes contemporains, ce qui importe dans le développement d'une personne n'est souvent pas tant l'importance de son ambition ultime que les bases dont celle-ci dispose à un moment donné. Nous ne manquons généralement pas de grands projets et de vastes aspirations, mais nous ne disposons pas des moyens pratiques pour la réalisation de nos désirs étape par étape. Confucius se tourna alors vers le dernier disciple présent et lui demanda « Toi, Dian, que ferais-tu »
Zheng Dian ne répondit pas tout de suite. Ce moment est rendu de façon remarquablement vivante par 3 caractères qui décrivent une musique qui s'estompe doucement. L'attention de Zheng Dian était entièrement concentrée sur la cithare de 50 cordes dont il jouait. En entendant son maître l'interroger, il cesse de jouer de la cithare dont les cordes vibrent encore. Il la dépose, se lève et répond « Je ne partage pas les aspirations des 3 autres disciples. » On s'asseyait alors sur le sol et quand des étudiants écoutaient un professeur ou avaient une discussion, ils s'agenouillaient et s'asseyaient sur leurs talons, mais par respect, ils devaient se lever pour répondre à leur maître. Cette brève description nous montre un Zheng Dian d'une grande maîtrise. Il n'était pas homme à répondre impétueusement comme Zilu. Il s'exprime avec courtoisie et persuasion, après avoir mûrement réfléchi. Il commence par dire « Je ne partage pas les aspirations des 3 autres disciples. » Il n'y a pas de mal à cela, dit le maître. Chacun peut exprimer ses intentions. Zheng Dian poursuit alors. À la fin du printemps, quand les vêtements de la saison sont achevés, allez avec 5 ou 6 jeunes gens en âge de porter le bonnet viril et avec 6 ou 7 plus jeunes me baigner dans la rivière Yi, respirer l'air frais sur la terrasse des danses pour la pluie, puis revenir en chantant des vers. Voilà ce que j'aimerais. En entendant ces mots, Confucius dit en soupirant « J'approuve le sentiment de Dian. » Autrement dit, Confucius partageait son ambition. C'est le seul jugement qu'il se permit de toute la conversation. Quand les 3 autres disciples se furent retirés, Zheng Dian s'attarda un instant pour demander à son maître « Que faut-il penser de ce qu'ont dit ces 3 élèves ?» Confucius commença par éluder la question. Chacun d'eux a exprimé son intention, et voilà tout. Mais Zheng Dian insista. Pourquoi le maître a-t-il souri après avoir entendu Zilu ? Confucius ne pouvait plus se dérober. On gouverne un État selon les bienséances. Le langage de Zilu n'a pas été modeste, voilà pourquoi j'ai souri. Autrement dit, si l'on veut gouverner un pays avec courtoisie et selon les rites, il faut avant tout faire preuve de bonté et d'une certaine déférence. En outre, Zilu s'est précipité pour être le premier à répondre, montrant ainsi qu'il manquait de la considération nécessaire. Mais Ran Chiu n'a-t-il pas aussi parlé du gouvernement d'un État ? Confucius répondit « Existe-t-il un territoire de 60 à 70 li ou de 50 à 60 li qui ne soit pas un État ?» Zheng Dian demanda alors « Gong Xizhi n'a-t-il pas aussi parlé du gouvernement d'un État ? Pourquoi le maître n'a-t-il pas souri ?» Confucius répondit « Les offrandes aux ancêtres, les réunions des vassaux, qui concernent-elles si ce n'est les princes ? Si Gong Xizhi n'est qu'un petit assistant, qui pourra être maître de cérémonie ?» Confucius voulait dire qu'il n'avait pas souri parce qu'il croyait Zilu incapable de gouverner un État, mais à cause du contenu de son discours et de son manque de modestie. Peu importe que le pays gouverné soit petit ou grand, qu'il s'agisse ou non d'un royaume, ce qui compte, c'est l'attitude de chaque disciple. Comme Ran Chiu et Gong Xizhi se sont montrés plus modestes, et qu'ils avaient aussi les capacités requises, Confucius ne s'est pas moqué d'eux. Confucius n'avait pas de temps à perdre avec les vantards. Chercher à plaire aux hommes par des discours étudiés et un extérieur composé est rarement signe de plénitude humaine, disait-il. L'homme honorable s'applique à être lent dans ses discours et diligent dans ses actions, ajoutait-il. Par conséquent, le Junzi ne paraît peut-être pas très impressionnant, mais au fond de son cœur, il est infiniment fort, résolu et constant. Selon un ancien dicton, il existe 3 choses qu'on ne peut rattraper: une flèche décochée, une parole prononcée et une occasion manquée. L'homme honorable, disait Confucius, aurait honte de laisser ses paroles outrepasser ses actions. Formule qui est passée à l'état de proverbe en Chine. Un Junzi ne parle pas de ce qu'il veut faire ou des buts qu'il cherche à atteindre. Il attend toujours d'avoir réalisé ses intentions avant d'en glisser discrètement un mot dans la conversation. C'est ce que Confucius entendait par « l'homme honorable commence par appliquer ce qu'il veut enseigner, ensuite il enseigne ».
Une autre question se pose ici. Puisque Confucius ne condamne pas les ambitions de Zilu, de Ran Qiu et de Gong Xizhi, pourquoi n'approuve-t-il chaleureusement que Zheng Dian? Zheng Dian, explique Zhu Si, le grand érudit confucéen de la dynastie Song, n'a d'autre ambition que de se contenter de sa situation présente. Prendre plaisir à ses occupations quotidiennes sans chercher nécessairement à se sacrifier aux autres. Mais comme il avait un cœur riche et plein, il voulait d'abord perfectionner son propre caractère, tout en situant la nature à sa juste place. Cette attitude augure aussi que sa future carrière sera d'un niveau supérieur à celle de ses 3 condisciples, aux ambitions strictement professionnelles. C'est ce que voulait dire Confucius par la formule « l'honnête homme n'est pas un vase ». Le véritable Junzi n'essaie jamais d'utiliser ses réussites professionnelles pour obtenir une meilleure position sociale. Au contraire, il considère toujours le progrès personnel comme un point de départ. Il faut vouloir commencer par les tâches les plus immédiates et cela avec la plus grande perfection intérieure. Pour Confucius, la responsabilité sociale du Junzi prend la forme de l'idéalisme, qui est un état supérieur au professionnalisme. Le Junzi ne se cantonne jamais dans un emploi particulier. Il n'est pas un vase à usage unique. Quelqu'un qui atteint la qualification requise se conforme aux règles, fait le travail demandé, mais rien de plus. Pour Confucius, la force des actes prime toujours la force des mots. N'oublions jamais que les êtres humains sont d'étranges créatures. Nos pensées déterminent nos actions, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, que notre attitude conditionne tout. Les occupations quotidiennes de chacun de nous sont généralement assez similaires, mais nous leur donnons tous une explication différente. Un réformateur religieux du XVe siècle raconte cette histoire qui changea sa vie tout entière. Un jour où il passait devant un immense chantier de construction, il vit une foule d'hommes dégoulinant de sueur qui transportaient des briques sous un soleil ardent. Il avisa l'un d'eux et lui demanda « Qu'est-ce que vous faites ?» L'homme répliqua d'un ton rogue « Vous ne voyez pas ? Charrier des briques, c'est un boulot très pénible. » Il posa la même question à un deuxième ouvrier. Beaucoup plus placide que le premier, celui-ci rangea soigneusement les briques qu'il portait et après un dernier coup d'œil à sa pile répondit « Je construis un mur. » Il interrogea ensuite un troisième travailleur. Jovial et affable, ce dernier posa son fardeau, s'essuya le front et, relevant la tête, dit avec une grande fierté « Nous bâtissons une église. » Ces 3 personnes faisaient exactement la même chose, mais leur perspective était totalement différente. Je qualifierais l'attitude du premier de pessimisme. Tout ce qu'il a à faire lui apparaît comme une besogne de plus dans une vie de labeur, et il ne voit que la corvée du moment, ce qui est évidemment une réalité. La position du deuxième, je l'appellerais professionnalisme. Il sait qu'il construit un mur, que ce mur fait partie d'un ensemble, et qu'il doit travailler de son mieux pour gagner un salaire. C'est là son devoir, et il démontre ainsi un parfait professionnalisme. C'est ce que Confucius appelle être un vase, et nul doute qu'il soit un excellent vase, mais il ne se sent pas de vocation plus élevée. La troisième perspective relève de l'idéalisme. Cet homme est conscient de chaque brique devant lui à un moment donné,